Vous écoutez le grand débat, issu de l'épisode S908 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 31 octobre 2024. Cette émission vous est présentée par Nikon, appareil photo et objectif hybride Nikon Z. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec Little Chao pour cette grande discussion au coin du feu. Alors on l'a évoqué en préambule, tu as débuté ta carrière dans l'univers de la finance avant de te lancer en tant que photographe professionnel. Nelson Ewande, danseur, chorégraphe et directeur artistique qui compte parmi tes amis, se souvient de cette période cruciale dans ton parcours. J'ai connu Chao, il n'était pas encore tout à fait photographe. Je crois qu'il t'a fait encore en banque. Et je me rappelle du jour où il m'a dit c'est bon, j'arrête de taffer, ça y est. Ça y est, gros, ça y est, professionnel, photographe professionnel. Ouais, Chao, c'est la famille. Je l'ai vu grandir. J'ai grandi avec lui dans cette communauté hip-hop, dans ce milieu de la danse et du spectacle. Chao, c'est quelqu'un, comme j'ai dit, avec qui j'ai grandi, donc qui m'a accompagné sur des trucs sur lesquels moi j'ai pu l'accompagner aussi sur certains trucs parce qu'il en a fait beaucoup. Et c'est quelqu'un que j'ai toujours considéré comme un ami proche dans ce game. Et il y en a pas beaucoup. Ça veut dire que c'est le genre de personne avec qui je suis capable de sortir pour un truc qui n'a rien à voir avec la danse ou de parler de la vie normale. Et c'est pour ça que je le considère comme plus qu'une simple connaissance dans le game, comme plein de gens que je connais. Chao, c'est un vrai ami. C'est quelqu'un sur qui je sais que je peux compter. Et du coup, voilà, je l'ai vu grandir. Il était déjà hyper talentueux, mais je l'ai vu devenir ce mec. De toute manière, j'ai jamais connu un mec aussi créatif et aussi drôle dans l'instant que Chao. Et je répète bien dans l'instant. Ça veut dire en instantané. C'est le mec le plus drôle que je connaisse et le plus créatif. Le mec qui a le plus d'idées à la minute, à la seconde, qui a le plus de culot et qui est super bienveillant en plus. Même quand il te connaît pas et qu'il travaille avec toi, je l'ai vu faire avec des gens. Voilà, donc c'est un grand professionnel, un grand ami et un grand plaisir de pouvoir le compter à mes côtés. C'est un mec avec qui j'ai voyagé, des avions, des attentes, des douanes, des vaccins de la fièvre jaune pour que je l'amène en Guyane, dans mon pays d'origine, pour mon festival sur quelques années. Chao, c'est le mec, dès que je fais un truc, dès que j'organise quelque chose, photo, c'est tout de suite Chao. Photo, image, je pense Chao. Je pense pas quelqu'un d'autre. Donc voilà, Chao, c'est que Chao. J'avais un hashtag à un moment donné qui disait que Chao. Et c'est vraiment ça. En tout cas, moi, personnellement, au niveau de l'image, c'est vrai que j'ai pas contacté beaucoup d'autres personnes. Je suis assez sectaire, on va dire. Je suis totalement pro Chao, pro Vietnam, pro feu. Donc voilà, Chao, c'est Big Chao. Vous allez me faire pleurer, les gars. Alors, c'est pas le but, hein. Non, mais Et en c'est fait, que le début. c'est intéressant parce que c'est vrai que ce genre de témoignage, en fait, dans le milieu du hip-hop, on se le dit pas en face, en fait. Donc, c'est des choses qu'on se dit pas. Et c'est vrai que limite, c'est un peu la première fois que j'entends ces témoignages. Donc, c'est Un peu c'est comme touchant. quand on est bourré et qu'on dit à ses meilleurs potes qu'on les aime, quoi. Ouais, c'est ça. Dans le hip-hop, en fait, c'est un monde quand même, tu sais, on dit, c'est tough, tu vois, faut être solide, en fait. Donc, du coup, tu sais, cette sensibilité-là, en fait, c'est dur, enfin, pour les gens de l'exprimer, en fait, en vrai. C'est vrai que moi, ma nana me dit, enfin, ma copine me dit toujours, toi, t'es un grand sensible. Donc, en vrai, moi, ça me dérange pas, tu vois, de dire vraiment les vérités, mais on se le dit très rarement, en tout cas. Mhm. Et donc, il t'a connu à tes débuts aussi, hein, même quand tu étais encore dans la finance. Ouais. À quel moment tu prends la décision de quitter donc un job stable Ouais. qui a fait la fierté de tes parents Mhm. pour aller vers quelque chose de quand même beaucoup plus artistique et on va dire aventureux sur le papier, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? En fait, ce qui se passe, c'est que c'est quelque chose. Enfin, moi, dans l'artistique, c'est toujours quelque chose qui m'a attiré. Par exemple, quand j'ai arrêté la danse, entre guillemets, en fait, j'étais sur un point où je finissais mes études. Soit je commençais le taf, soit j'entrais en compagnie de danse. Donc, en fait, j'avais eu déjà un premier appel en disant, est-ce que tu veux quitter le format classique, le chemin classique de métro boulot dodo, et tu veux devenir un danseur, un artiste, et tu seras intermittent du spectacle. Déjà, je me suis dit, bon, compliqué. Je dois rembourser mon prêt étudiant. En fait, j'ai un pactole à rembourser, compliqué. Je peux pas aller là-dedans parce que c'est un peu instable. Il suffit que je sois blessé et ça marche pas, tu vois. Je commence à bosser, je mets de l'argent de côté, je rembourse mon prêt étudiant. Et là, en fait, je taffe en même temps,
Mais du coup, pendant 2-3 ans, en fait, je bosse sans relâche, c'est-à-dire que je bosse en finance et le soir, le week-end, en fait, je me dédie à la photo, mais vraiment de manière vraiment, tu vois, je donne ma vie dessus. Et il se passe une période où on va dire que je suis, on va dire, pas en couple, j'ai rien j'ai pas d'attache entre guillemets sentimentale ou des choses qui me font perdre de temps. Et pendant 6 mois, en fait, un gros moment de réflexion tombe dans ma tête et j'en parle au boulot et je leur dis, écoutez, vous en pensez quoi de la photo, ce que je fais? Et là, les mecs découvrent ce que je fais. Ceux qui connaissaient déjà, en fait, me disaient déjà, tu devrais arrêter, tu devrais faire que de la photo. Là, je dis, mais est-ce que je suis vraiment nul dans mon métier tous les jours ou pas? Et du coup, bah, je me dis, non, en fait, j'ai envie de te faire un test et je vais faire 1 an. Et du coup, j'avais créé, on va dire, une sorte de, on va dire, un parachute quelque part au cas où il y avait un petit souci. Donc, on va dire une petite assise sur laquelle financièrement je pouvais tenir 1 an, 2 ans. Et c'est là où je me suis dit, ben, je vais tester 1 an, mais du coup, cette année-là, bah, je vais me donner encore plus à fond. Et je pense que ça n'a pas raté parce que quand je voyais déjà un peu ce que je pouvais gagner pendant l'année en même temps que mon taf, j'arrivais à faire un peu le même salaire en photo que dans mon job en finance. Donc je me suis dit, bon, bah, en fait, il y a peut-être une possibilité d'être un peu safe sur cet aspect un peu artistique. Et c'est vrai qu'au bout d'1 an, 2 ans, et en fait, ça a duré pendant 4, 5, 6 ans, ou pendant les 6 premières années, je me disais toujours, mais en fait, je crois que ça va être chaud. Je vois pas du tout. Peut-être l'année prochaine, je vais pas avoir de boulot. Et c'est vrai que la visibilité de dire, ben, peut-être à 3 mois, tu l'as pas. Tu vois, Bah, tu l'as pas. Donc, du ouais. coup, de pas avoir cette visibilité alors que tu étais habitué pendant 4 ans et demi à être sûr d'avoir on va dire un salaire à la fin du mois, ça a été le gros challenge, mais j'ai accepté. Et je pense que, bah, faut accepter. Et c'est comme ça qu'en fait, faut réfléchir. Faut dire, bon, en fait, faut avoir confiance en la vie. Et en fait, faut continuer à faire. En fait, faut continuer à bosser. Et je pense que tant que tu continues à bosser, il y aura jamais de souci, en fait. Et c'est ça qui est le plus vertigineux finalement quand on se lance dans ce grand saut entre transformer une passion en une activité professionnelle, c'est-à-dire d'être rémunéré pour faire ça et de pouvoir en vivre. Donc toi, a priori, tu avais déjà des premiers clients. Mhm. Comment ils sont arrivés ces premiers clients? C'était qui? Comment ça s'est passé? En fait, stratégiquement, j'ai été un des premiers justement à être tu vois, très présent sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que moi, j'étais en école de commerce et du coup, quand Facebook est arrivé, les mecs se disent, mais en fait, les gars, ça, c'est le futur. Facebook, c'est nouveau. Donc, en fait, on n'était que entre nous déjà sur Facebook. Mais Facebook, c'était pas encore grand public à ce moment-là. Donc, moi, j'ai développé, tu vois, pour moi, j'ai eu le déclic. Je me suis dit, mais en fait, Facebook, c'est cool. C'est un moyen de partager ses photos. Dès que je fais des photos sur des événements, bah, en fait, avant, j'étais sur MySpace, donc une galère un peu pour partager des événements, des albums. C'était pas, du coup, on va dire, très ergonomique. Quand Facebook est arrivé, ça a pris un autre tournant. Je pense que du coup, j'ai partagé mon travail, mon travail s'est vu. Donc en fait, la clientèle s'est fait vraiment sur les premiers arrivés sur Facebook. Commence à voir, attends, c'est qui ce Little Chao? Je vois son contenu passer partout. C'est un rendu qui est un peu différent. Et on va dire, le rendu que j'avais était limite un peu très saturé quand j'ai commencé. Donc ça interpellait beaucoup. Donc c'est-à-dire que c'est un format de photo qu'on voyait pas souvent. C'était à la limite du HDR quelque part. Avec, je faisais beaucoup de flash également. Donc tu vois, c'était des visuels qu'on n'avait pas l'habitude de voir parce que surtout dans la danse. C'est-à-dire que j'ai rendu ce côté, justement, je me suis basé sur ce côté un peu publicitaire et je l'ai combiné, on va dire, à une vision artistique un peu. Et voilà, grâce à ça, ça m'a permis d'avoir les premiers clients. Donc, réseaux sociaux, tu vois, sur Instagram, pareil, tu vois, Instagram, ça a été. Tony Parker m'a contacté à travers Instagram, tu vois, à l'époque. En fait, son associé s'est dit, bah écoute, Tony Parker, il fait sa marque, Wap2, etc. J'ai découvert ton taf, j'ai montré, il a kiffé. Et du coup, c'est à travers Instagram qu'il a vu mes photos. Ou Facebook. Donc, tu vois, c'était vraiment une plateforme pour moi de niche au début que j'ai vraiment, on va dire, poncé. Aujourd'hui, je le fais un peu moins. Tu vois, aujourd'hui, je me dis, si vraiment j'étais dédié à ça, ça me prendrait du temps, bah, je pourrais avoir des millions et des millions de followers, mais est-ce que c'est mon envie d'être Insta famous ou je préfère, tu vois, continuer à bosser dans la photo en créant des choses qui me plaisent, en fait. Donc, tu vois, comme j'expliquais tout à l'heure, tu donnes à manger à ce que les gens t'attendent. En fait, ils attendent à manger ça, donc il faut que tu leur donnes à manger ça. Et c'est vrai que c'est peut-être pas la direction. En tout cas, j'ai voulu faire un entre-deux. Mais on va dire, grâce aux réseaux sociaux, ça m'a permis je trouve, d'avoir un bon tremplin pour mon activité.
Mais comment tu as fait pour te former à la photo? Parce qu'en plus, quand tu as un boulot comme ça qui doit prendre du temps, on parlait de ta créativité et Nelson et Wandé dans son témoignage en parle aussi. Il parle de la créativité, il parle de ton culot. Ouais. Mais comment ça se formalise ça? Comment tu as appris la photographie? En fait, j'ai eu deux potes autour de moi à l'époque, Ashless et William K. En fait, William K était aussi un danseur. Aujourd'hui, toujours photographe réel, il bosse dans une boîte Avec de les prod. prods, hein, c'est ça? Avec les prods, ouais. Donc, pour moi, c'est un des créatifs les plus créatifs et talentueux français. Mais du coup, je pense qu'il se bride parce que du coup, il partage pas suffisamment sur les réseaux sociaux. Mais voilà, pour moi, de l'avoir au début, pour m'expliquer vraiment comment shooter, comment cadrer, comment, tu vois, tous ces trucs-là. Ashless a été le premier qui m'a montré un peu comment utiliser Camera Raw pour étalonner les photos. Et là, j'étais, waouh, c'est incroyable ce qu'on peut faire. Tu vois, du coup, ça a été des déclics après déclics en bien rencontres. Quand j'ai commencé à avoir on va dire des partenaires, c'est-à-dire que j'ai demandé, les premiers à qui j'ai demandé, c'était Profoto, et ensuite Nikon. Et c'est vrai que chez eux, ils avaient également des photographes. Et c'est vrai qu'il y a eu un partage au sein de cette communauté-là, qui était très, comment on va dire pro et très pas performante, mais voilà, Profoto, si tu travailles avec Profoto et qui sont autour de toi, c'est que tu as un talent. Pareil pour Nikon. Tu vois, de rencontrer des gens à chaque fois, bah, ça m'inspire, ça me permet d'avoir de la créativité en plus, ça me permet quand j'ai des points d'interrogation, bah, tu vois, je pose des questions. Aujourd'hui, il y a des outils comme YouTube, etc. T'as une question dans ta tête, tu dis comment faire ça, tu regardes, tu trouves direct un tutoriel. À l'époque, c'était différent, tu vois, quand Internet, j'ai commencé avec Internet, tu trouvais rien. Ouais. Tu trouvais deux, trois articles. Voilà, tu avais la règle des tiers, comment gérer un appareil photo, comment débrayer un appareil photo réflexe. Bah, tu avais l'ISO, la vitesse et l'ouverture. Voilà, tu avais juste des trucs très basiques. Et en fait, je pense que c'est le temps que tu passes à rechercher, à tester, qui m'a formé. Donc j'ai mis du temps parce que du coup, il y avait moins d'informations. Mais au final, bah, aujourd'hui, tu vois, d'avoir été si proche techniquement de mes appareils et des flashs, etc., bah, d'avoir testé tellement, bah, ça m'a permis de voir tellement de possibilités qu'aujourd'hui, ça m'aide en fait. Tu t'en souviens de ton premier boîtier? Tout premier? Ouais. Canon, ah non, le tout premier, c'était un HP Hewlett Packard qui faisait Ouais, non, mais ça compte pas. Ça. Ah, Si, c'est mais si, bien sûr que si. 1,3 million de pixels. Eh oui, Je prenais 4 photos, enfin 8 photos, la carte était pleine. Enfin, ça, c'était hilarant. Et après, on va dire mon premier. Enfin, après, c'est les APS-C de mes parents. C'est-à-dire, quand j'ai commencé la photo en 2003, c'était mon premier appareil réflexe. 300D 450D. Ah, Ou ok. 400D. 350, peut-être 350. Non, c'est 400D, je crois. Le Ouais, premier c'est que j'ai eu. pareil, à peu près abordable. Ouais, j'ai eu le truc 400D, c'est le premier. Et avant ça, c'est vrai que bah, je faisais déjà un peu de photos pour m'amuser avec la PSC de ma mère et je me prenais pour un photographe, mais du coup, c'était tout en auto. Et quand j'ai compris que bah, tu pouvais débrayer ton appareil et voir des rendus comme ça, j'ai fait waouh, en fait, c'est ça qui me fait kiffer dans la photo. Alors, tes photos, elles se caractérisent par le mouvement que tu figes le plus souvent, mais aussi dans une grande maîtrise de la géométrie. Le photographe Julien Benamou, qui met lui aussi en lumière les corps en action, nous fait part de son admiration pour ta science de la composition. Que je trouve vraiment impressionnant avec les photos de Tim, c'est vraiment le mélange entre les mouvements et la force de la composition, l'architecture qui répond avec les mouvements de bras, avec les mouvements de jambes, de sauts. En fait, ça crée vraiment des images assez inédites. Il a comme ça un œil un peu expert sur la danse, mais il a aussi un œil très vif sur la composition. Et je suis vraiment admiratif de son travail parce qu'il s'agit de composer, mais il s'agit de composer aussi dans l'urgence parce que les sauts, les mouvements, on ne sait pas exactement où ils atterrissent dans l'image. Et lui, il arrive toujours à vraiment positionner son modèle dans la pose qui va bien et à l'endroit qui va bien également. C'est en fait une prouesse technique et créative puisqu'il s'agit non seulement de capter le mouvement, de composer et en plus de rendre le tout un peu surprenant, exceptionnel et sensationnel, quoi. Il a cette différence qui fait qu'on reconnaît tout de suite les images. Est-ce que c'est dans la force de la pose? Est-ce que c'est dans le traitement d'image? Est-ce que c'est le fait d'être vraiment au grand angle? Je sais pas. En tout cas, je pense que c'est l'addition de tout ça qui fait que on a une image estampillée Little Chao. Mais moi, ce que j'adore chez lui, c'est qu'il est aussi très cool en fait. On a l'impression que tout est facile et puis il crée des images
très, très rapidement. Il a comme ça une espèce de nonchalance et dès qu'il met, l'appareil, sur ses yeux, pap, 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 ça part hyper vite et c'est toujours, très pointu, quoi. Je sais pas comment le dire autrement. Intéressant. Intéressant de point de vue parce que du coup, ça me permet de voir un peu comment les gens peuvent penser que je crée mes images. En fait, il n'a pas tort, mais à côté de ça, en fait, c'est quelque chose de très réfléchi. C'est-à-dire que moi, j'ai un regard, on va dire, très observateur. Mon père était architecte, j'ai beaucoup bossé, comme dans la finance, c'était très maths, très vecteur, très géométrie. La géométrie, c'était mon point fort dans les maths. Donc, en fait, j'ai une conscience de la géométrie et de mon environnement, ne serait-ce que par mes études et ma formation, mais à côté de ça, en tant que danseur, j'ai cette conscience de l'espace. Et en fait, je pense que souvent on dit ça, on dit space awareness, tu vois, c'est le côté où tu sais, en fait, autour de toi, tu as conscience de ce qui se passe. C'est-à-dire que par exemple, quand nous on marche dans la rue ou on danse en soirée, en fait, je vais jamais toucher les gens. Tu vois, et parce que j'ai ces calculs j'arrive à voir, en fait, même derrière moi, en fait, l'espace qui me sépare entre les gens et moi. Donc, en fait, d'avoir cette conscience en 3 dimensions de ton espace te permet déjà de savoir, en termes de posture du mouvement, comment ton corps peut se mettre dans les airs. Moi, je vais regarder, par exemple, un endroit et en fait, au lieu de me dire, en fait, je vais faire un danseur, je vais prendre la photo, je regarde les lignes en fait de cet environnement et je me dis quelle position de corps pourrait matcher. Et en fait, l'approche, c'est que en fait, avant de shooter un danseur, soit je connais le danseur, soit je le connais pas, mais je peux déjà dénoter de son habilité à quel type de mouvement va pouvoir exécuter le danseur. Et je me dis, par exemple, en gros, si j'ai un cadre comme ça et qu'on est à cet endroit-là, j'ai ma vision. Et en fait, je vais dire au danseur, écoute, en fait, si tu peux me faire un mouvement comme ça va matcher l'endroit, en fait. Donc, en fait, je leur donne déjà, en fait, une direction. Et en fait, les premiers mouvements que la personne fait, en fait, ça me permet déjà d'ajuster en disant, en fait, de manière logique, comment moi, je me sentirais esthétiquement, en fait, dans ce cadre-là, comment je me sens esthétiquement euh, faire part de ce cadre-là, si j'étais à la place du danseur. Donc, en fait, je me projette, moi, mes mouvements, ma silhouette pour me dire comment je paraîtrais cool et stylé dans cet événement. Et du coup, je vais orienter en fait au final ce danseur dans ces directions-là. Et en fait, la capacité des danseurs qui ont, enfin techniquement, qui forcément, tu vois, eux, c'est leur métier, c'est leur formation. Donc en fait, ils arrivent à avoir des limites qui vont au-delà des miennes. Je peux me permettre de pousser ces limites-là en me disant, en fait, voilà, moi, si j'avais ces skills à lui, je ferais ça en fait. Tu vois. Et du coup, ça me permet de les orienter. C'est pour ça qu'on l'appelle one shot, dans le sens où si je connais le danseur, ça me facilite encore plus parce que je me dis, tu vois, je connais leurs mouvements et qu'est-ce qu'on n'a pas déjà fait? Qu'est-ce que j'ai pas déjà fait? Donc, je vais essayer de les pousser dans leurs limites, donc ce qui permet d'avoir un renouvellement sans cesse, en fait. Et de pas avoir, on va dire, une redondance par rapport au fait que même si je shoot une personne 10 fois, je vais pas avoir les mêmes types de photos. Et par exemple, quand je bosse, on a eu Phil Wizard ou Nelson tout à l'heure en témoignage, par exemple, je vais toujours me dire, ça on a déjà fait. Non, en fait, faut qu'on pousse. En fait, je n'ai pas envie de créer le même type de mouvement. Après, si on est vraiment dans une urgence, tu vois ce move-là qu'on a fait à cette époque-là, viens on le fait là, mais avec un petit twist, un petit changement qui me permet d'avoir un truc différent en fait. Oui, mais qu'est-ce qui fait, comme dit Julien, qu'on va tout de suite reconnaître ta patte? Que c'est une photo à toi, c'est le traitement? C'est justement ce fameux cadrage et cette science, entre guillemets, de la géométrie que tu as? Ah, je pense que ouais, c'est ça. C'est-à-dire que comment je conçois, entre guillemets, on arrive à reconnaître des photographes de paysage ou d'architecture par rapport à leur style. Moi, c'est pareil. C'est-à-dire que j'ai ma manière de voir le monde. Et en fait, ma manière de voir le monde, je pense que de manière inconsciente, les gens arrivent à se dire, en fait, c'est son univers, c'est sa manière de voir les choses. Et par la suite, c'est comment je vais mettre en fait ce corps à l'intérieur donc la proportion qu'il va avoir. Par exemple, la surface que sur la photo, que la surface du corps de ce sujet-là qui est sur la photo, quel est le ratio entre, tu vois, ça c'est aussi important pour moi parce que du coup, ça me permet de me dire, voilà, moi j'aime bien cette photo quand le personnage est proche, soit il prend un tiers de la surface de la photo, toujours dans les règles de tiers, soit 2 tiers de la photo, soit au final c'est un petit sujet qui fait partie, on va dire, d'un endroit, mais du coup je découpe la photo. Oui, au bout d'une rambarde d'escalier, on peut voir une petite silhouette, ou alors on peut Exactement. voir un gars au grand angle au 14 avec la main comme ça en avant-plan. Exactement, tu vois, par exemple quand tu fais la règle des tiers, en fait cette règle des tiers, tu peux aussi la diviser de manière infinie en fait.
Et du coup, te créer également des proportions intérieures à des proportions qui, au final, dans ton inconscient te parlent. Et voilà, je pense qu'à force de voir mes images, donc quand tu me suis depuis un moment, bah, tu te dis, bah, ça c'est Chao. Et c'est vrai que c'est cool de voir des gens qui viennent te voir et disent, en fait, je savais pas si c'était ta photo, mais en fait, bah, quand tu l'as postée, je me suis dit, bah ouais, bah, en fait, ça confirme le fait que bah, je me suis dit que c'était la tienne, donc je reconnais ton style. Le traitement d'image, c'est aussi autre chose, tu vois, l'étalonnage. Bah, en fait, je suis passé par plein de phases, comme je vous ai dit tout à l'heure. J'ai été très saturé à l'époque, mais ça a été un ajustement qui s'est fait avec le temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur certains interviews que j'ai dû faire avant, j'ai dit que j'étais déjà daltonien, donc je sais pas si vous le saviez, mais du coup, j'ai en fait une perception, on va dire, un peu différente de la couleur. Donc, c'est-à-dire que forcément, quand moi je vais talonner d'une certaine manière pour voir les couleurs, pour qu'elles me paraissent intéressantes, bah, vous allez voir d'une certaine manière qui peut-être est différente de comment vous voyez le monde, en fait. Alors, tu évoques des images cool, des poses stylées pour tes modèles. Euh, Ça régit quand même de codes qui sont bien identifiés autour de l'univers du hip-hop et du break. Est-ce que ces codes ont changé depuis 20 ans? Est-ce qu'ils évoluent? Est-ce que c'est toi qui les fais évoluer, entre autres? Comment ça se matérialise tout ça? Ouais, écoute, intéressant. C'est-à-dire que les premiers codes, quand j'ai commencé à faire les photos de danse hip-hop, break, je me suis basé sur, on va dire, les croquis des graphes. Donc les croquis de graphes, même Martha Cooper, en fait, comment elle shootait les danseurs. En fait, il y a un gros truc, c'est que on voit beaucoup les pieds en avant, une grosse paire de baskets, tu vois, qui prédomine au niveau de la C'est qui photo. Martha Cooper? Martha Cooper, c'est une photographe de New York. Ok. C'est une des premières à shooter, on va dire, toute l'histoire du break. En fait, il y avait Amy, c'est Sophie Bramley, qui est une Française. Elle est envoyée à l'époque par, je pense que c'était Le Monde. On l'a envoyée à New York pour faire ce reportage sur qu'est-ce que le break, tu vois. Et Martha Cooper, qui vivait à New York, qui est vécue, on va dire, dans cette culture très Bronx, Harlem, etc. Et du coup, c'est une des pionnières qui a shooté le break, en fait. Et donc, du coup, pour revenir un peu à ce que je disais, au niveau des codes, tu vois, quand tu shootes, on va dire, un danseur avec la paire en avant, pourquoi? C'est parce que la paire de baskets représentait, on va dire, l'objet principal dans le hip-hop. C'est-à-dire on dit toujours, même encore aujourd'hui, tu peux être sapé comme un sac poubelle, mais si tu as une paire neuve et qui est stylée, bah, tu seras stylé, en fait. Et voilà, donc c'était un peu mettre la paire en avant. Donc, tu vois, ces codes-là, grand angle, prise d'en bas, c'était caricatural. Par la suite, voilà, je pense que la photo a évolué parce que moi, j'ai pris un aspect où j'ai envie d'avoir un tableau, en fait. De me dire, en fait, tu peux prendre une photo d'un danseur, mais qui soit pas forcément en connexion avec toi. Comment faire en sorte qu'il fasse partie, on va dire, d'un cadre qui soit pas prédominant, tu vois. Donc, il n'y a pas de connexion et toi, le spectateur regarde cette photo comme un tableau, tu vois. Après, il y a eu un autre code, c'est-à-dire que d'un sujet central, tu deviens un sujet secondaire, et parce que du coup, une fois, il y a un photographe, Lawrence Holder, qui me dit, tu sais, et je pensais totalement la même chose. Il me disait, moi, par exemple, une photo qui réussit avec un sujet, si tu enlèves le sujet et que la photo est bien, bah, tu as réussi ta photo. Donc, c'est-à-dire que du coup, qu'est-ce qui ferait qu'une personne exposerait une photo de toi? Enfin, on va dire, d'une personne dans un appartement. C'est qu'en fait, ta photo globale, esthétiquement, est déjà tellement belle que tu n'as pas besoin du sujet. Le sujet est juste secondaire. Mais du coup, de rajouter un sujet, bah, il y a quelque chose qui se passe. Mais en même temps, tu as une photo super esthétique, en fait. Et c'est là où je me dis, bah, en fait, bah, voilà, je vais peut-être changer mon regard. Je vais prendre des photos où, bah, en fait, pour moi, tout ce qui est beau, c'est tout le reste, à part le danseur. Mais du coup, le danseur est quand même dans une performance incroyable, tu vois. Mais c'est vrai, on parlait tout à l'heure des festivals où pourraient aller tes images. Ça pourrait être parfois du paysage urbain, ça pourrait être de l'architecture. Pourquoi pas? On voit que c'est Ouais. très important dans ton travail. Et poursuivre cette question sur les codes, est-ce que le fait de photographier des danseurs d'opéra, justement, et de breaking t'alimente l'un l'autre? Est-ce qu'il y a des ponts qui peuvent aller d'un univers à l'autre, ou est-ce que vraiment c'est très codifié dans chacun et compartimenté? Non, bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que moi, en 2010, quand j'ai commencé à shooter, on va dire, les danseuses classiques, c'est parce qu'il y a une danseuse classique qui avait arrêté et qui s'est mis au hip-hop. Et du coup, je voyais ces lignes, je me dis, putain, intéressant, il y a un truc à faire. Et un jour, dans le shooting, à la fin du shooting, elle se transforme en ballerine. Elle dit, ouais, mais en fait, j'aimerais faire une photo aussi où je suis en ballerine.
Ok. Bah, en fait, moi, j'ai, on va dire, un peu transposé mon regard hip-hop avec elle. Donc, j'ai shooté, on va dire, un peu une ballerine, danseuse classique, mais avec un regard hip-hop. Et je me suis dit, mais en fait, c'est cool, en fait. Parce que du coup, ça, c'est des lignes différentes. Donc, à matcher avec l'environnement, c'est autre chose encore. L'esthétique du vêtement, la grâce, la douceur. En fait, tu as d'autres sentiments qui rentraient en compte. Et là, je me suis dit, bon, bah, je vais explorer ça. Et c'est là où j'ai commencé. J'ai posté un truc sur Facebook en mode, est-ce qu'il y a des ballerines sur Paris? Et c'est là où j'ai commencé à shooter cette série-là. Et je me rappelle, bah, Le Monde, pareil, ils avaient fait un article en disant, waouh, incroyable, un nouveau regard, etc. Tu vois, en fait, on recycle les choses aussi. Peut-être que c'est pas moi le premier, mais tu vois, sur les réseaux sociaux, bah, c'est vrai qu'à cette époque-là, j'ai aussi pris, on va dire, en fait, cette facilité de partager. Donc, tu vois, les gens, ils ont vu ça à travers. Mais moi, ça m'a permis de rechercher davantage de choses. Et après, ben, tu vois, cette grâce que j'ai trouvée chez les danseuses classiques, bah, je l'ai amenée également sur la légèreté chez les breakers. Donc, du coup, quand j'ai shooté des danseurs hip-hop au break, bah, je me suis dit, bah, ça peut être sympa d'être déconnecté de ton appareil photo, de juste être en légèreté, en apesanteur, en toute grâce. Mais tu vois, ça n'empêche pas que tu peux être dans un mouvement de break, mais d'avoir ce côté de légèreté, en fait. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es autant spécialiste de break que de ballet ou que de danse contemporaine? Bah, j'ai appris énormément parce que c'est vrai que d'avoir été à l'Opéra de Paris, quand je suis arrivé, bah, c'est vrai que bah, d'échanger avec des photographes de là-bas ou d'échanger même avec des danseurs de là-bas, c'est vrai que moi, le retour du danseur est très important. Donc, plus je vais bosser avec des gens dans un univers, plus je vais en apprendre parce que je suis très curieux. Tu vois, je pose des questions. Tu sais, quand mes potes disent, ouais, t'es cool, t'es sociable, c'est parce qu'en fait, je suis curieux, en fait. Tu vois, du coup, je pose plein de questions et je pense que sincèrement, tu vois que je suis très intéressé parce que je suis pas émerveillé, mais je suis là, ah ouais, et en fait, dans ma tête, en fait, ça bouillonne déjà, en fait. C'est-à-dire que je pose une question, j'ai une réponse, et là, dans ma tête, je suis déjà sur 5 questions, en fait. Tu vois, donc c'est un peu ça. Et donc, l'expertise se fait par rapport au temps que tu passes à bosser avec un univers ou t'intéresser à un univers, en fait. Hmm. Alors, tu as la réputation de travailler vite et bien. C'est en tout cas ce qui ressort des témoignages de personnes que tu photographies, comme le danseur et chorégraphe Mehdi Kerkouche, qui souligne ton sens de l'anticipation et ta facilité à entrer dans la tête des danseurs. C'est impressionnant. Ça a toujours été hyper impressionnant de voir le travail de Chao parce que c'est impressionnant de voir à quel point il connaît l'espace, à quel point il connaît les corps, à quel point il connaît la musique et à quel point il sait anticiper même ce que les artistes ne savent pas encore ce qu'ils vont faire puisque c'est que de l'improvisation les 3 quarts du temps, où moi j'ai pu le voir, à l'exercice, que ce soit dans des trucs d'improvisation entre nous les danseurs ou témoins de ce qu'il peut prendre en photo dans les battles. C'est extrêmement impressionnant, mais il y a qu'un danseur qui est capable de faire ça et c'est pour ça que c'est le meilleur photographe, de danse possible aujourd'hui et je l'espère pour longtemps. Tin, c'est, la puissance, de réfléchir avant tout le monde en 360 degrés. Le mec, il est, devant l'objectif, derrière l'objectif, de chaque côté et dans la tête du danseur. Voilà, c'est ce qui fait que chaque shot est absolument parfait. J'ai fait 1 milliard de projets avec des artistes, photographes, 1 milliard de fois. Je me mets mes propres barrières mentales de je suis pas à la hauteur, je suis pas un mannequin, je suis pas un modèle, je saute pas assez haut, je tourne pas assez vite ou je ne sais quoi. Et en fait, Tin te fait sortir le truc en un clic. Donc du coup, ça te fait économiser énormément de temps et d'énergie et ça te permet de savoir que t'as pas besoin d'être celui qui saute le plus haut, qui tourne le plus vite. Point. C'est quand les 2 talents se rencontrent et se connectent en dehors de l'aspect physique. Voilà. Et Tin, il est trop fort pour ça. Donc Tin, c'est le super-héros de la danse. Et c'est ce que je me tue à dire au monde. Laissez vos enfants faire de la danse. Quel que soit le style de danse, ils comprendront mieux le monde qui les entoure. Voilà, cette conscience de l'espace, cette conscience du corps, cette conscience du mental, de la sensibilité de chacun, cette capacité à être dans la tête des gens, alors que nous-mêmes, on n'est pas dans nos corps. C'est son super pouvoir à Tin. Voilà, big up. Ça, vous avez interviewé des gens pas mal, hein. Petite line-up sympa. Ouais, écoute, intéressant. Ça rejoint un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la conscience de l'espace. Ah, c'est chouette, non, ce qu'il dit sur la danse. Peut-être conseiller aux gens de danser tout simplement. Enfin, j'ai l'impression, même la cérémonie d'ouverture des JO, bon, elle était décriée, elle était plein de choses, mais tout était finalement
un Beaucoup petit de peu danse. orienté Bien autour sûr. de ça. Mhm. Et ça a d'ailleurs rappelé un petit peu ton projet. Ouais. On était déjà un peu à fond dedans, donc c'était intéressant, Ouais. cette espèce de parallèle. Mais c'est un beau message qu'il envoie là. Ouais. Cette conscience du corps, la spatialisation, tout ce que tu dis, toi, ça doit te parler. Ouais, carrément, carrément. Bah, c'est vrai que, en fait, on va jamais comprendre mieux un sport en tant que photographe si on a pratiqué ce sport ou cet univers-là. La danse, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de limite dans les mouvements, dans les codes. Parce qu'en fait, même le hip-hop, c'est-à-dire qu'on a des codes dans le hip-hop, des mouvements qui ont des noms, mais on va demander à chacun d'être un peu unique et de choisir, de chercher ses propres chemins. Et c'est vrai que du coup, quand tu danses et tu recherches un peu en fait, les limites de ton corps, ça te permet également de conscientiser en 360 ce qui se passe. C'est-à-dire que je pense que, tu vois, mes potes, ils me font rigoler parce qu'en fait, dès qu'on fait des jeux, on sort ou quoi que ce soit, dès qu'on joue à un truc, bah, ils disent toujours, mais en fait, Chao, il gagne tout le temps, il est bon à tout, en fait. C'est parce que, en fait, je pense qu'il y a ce côté où ben, il y a une conscience de ton espace et de ton corps. Et il y a aussi l'envie d'exceller dans quelque chose. Et du coup, en fait, j'analyse. En fait, j'analyse énormément. Donc là, dans la danse, j'analyse beaucoup. Et c'est pour ça qu'il dit qu'en fait, bah, il est dans ta tête. Mais en fait, ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est que moi, je suis le plus gros stalker de la Terre. C'est-à-dire que je vais regarder des milliards de vidéos de danse. En fait, depuis que je suis petit, je regarde, tu vois, enfin, tu regardes mon feed d'Insta, c'est n'importe quoi. C'est des vidéos de volleyball, des vidéos de tennis, des vidéos de danse, des vidéos, dès que c'est un rapport avec du mouvement, de l'action ou quoi que ce soit, en fait, je suis curieux, je regarde exactement ce qui se passe. Donc, voilà, par rapport à ce qu'il dit, je suis dans leur tête, c'est parce qu'aussi, ben, en fait, une fois que je sais que je vais shooter, en fait, telle ou telle personne, ben, en fait, je vais l'analyser, en fait. Tu vois, il y a un travail d'analyse énorme. Tu vois, avant que je shoote, par exemple, une célébrité ou quoi que ce soit, bah, je vais me dire, bah, en fait, quelles sont ses tenues de corps, ses postures qu'il adore le plus, tu vois. Donc, du coup, par rapport à, tu vois, quand il poste des choses, bah, je vais totalement voir. Donc, pareil, quand, par exemple, j'ai shooté la première fois le foot, bah, j'ai regardé 1 milliard d'images de foot, en fait. Tu vois, alors que même si je jouais au foot quand j'étais petit, dans mes quartiers, etc., ça ne veut pas forcément dire que tu connais réellement en fait, l'esthétique de ton sport. Mais voilà, après, je vais quand même essayer d'orienter sur, on va dire, cette côté, on va dire, d'extension de ton corps. On va dire le climax, on va dire le moment T. C'est voilà, c'est l'apogée de ton mouvement. Ben, une fois que tu l'as capté dans l'univers de danse ou de sport ou des disciplines différentes de la danse et que tu as capté ça, après, c'est bon, tu arrives à le voir, quoi. Mais des fois, ça va loin. Enfin, je trouve que dans tes photos, tu leur demandes des trucs, alors tu sais de quoi ils sont capables. Ouais. Que ce soit les danseurs, on l'a dit, ou les breakers sont des athlètes, en fait, avant tout. Donc, il y a un temps où il faut s'échauffer, etc. Ouais. Mais jusqu'où tu vas dans la prise de risque? Est-ce que c'est vraiment concerté? Parce qu'on a l'impression qu'ils te suivent, hein. On peut voir des coulisses sur ton boulot. Tu as décidé, bon, on va faire ça, ok. Les gens, ils y vont, ils te font confiance. Et one shot, on voit, tu prends la photo, ah, c'est bon, ils regardent, ok. Ah, en fait, il y a un côté très, je pense, pour moi, terre à terre. C'est-à-dire que je vais jamais prendre un risque qui va faire que je mette une personne en danger physiquement pour qu'elle puisse se blesser ou quoi que ce soit, parce que je me dis et je me mets à leur place. C'est-à-dire que je me dis jusqu'où moi j'irai, en fait. Tu vois? J'essaie de jauger en me disant, en termes de capacité physique, est-ce que la personne peut faire plus que moi ou moins que moi? Et c'est là où je vais jauger, en fait, déjà. Si la personne peut faire plus, en me disant, bah, si j'arrive à faire ça, mais je vais pousser un peu ça parce que j'aurai, on va dire, cette capacité de sauter haut ou un peu plus haut ou d'atterrir d'une hauteur plus importante. Je me dis, bon, bah, en fait, si j'arrive à faire ça, je vais le faire. Mais il y a une côté de triche à ça qui fait qu'en fait, c'est l'illusion. C'est-à-dire que quand tu fais ta photo, ben, tu n'es pas obligé forcément de faire le mouvement en entier. Tu peux te lever et créer, on va dire, en fait, j'essaie d'expliquer comment, tu vois, par exemple, gérer son centre de gravité qui fait que, en fait, tu peux atteindre un certain mouvement sans avoir besoin de faire le mouvement en entier et en fait la Qui soit redescendre. juste bon pour la photo. Un peu de triche, quoi. Voilà, juste bon pour la photo. Donc il y a un peu de triche quelque part, mais au final, tu arrives à ce moment-là. Mais c'est juste qu'en fait,
En fait, la différence avec la vidéo, c'est que tu n'es pas obligé de terminer ce mouvement. Et en fait, toi, ton but, c'est d'arriver à ce point-là, en fait. Et en fait, à partir d'arriver à ce point-là, en fait, tous les moyens sont bons pour y Si être. ça ressemble plus à rien après, on s'en fout, quoi. Voilà, tu vois. Mais moi, si tu arrives à choper cette silhouette, ce moment où tu arrives à atteindre, on va dire, cette position, et qu'au final, tu te baisses pas. Parce que pour moi, le but, c'est. Enfin, je suis un feignant quelque part. C'est que j'ai la difficulté de me dire, j'ai pas envie d'avoir 50 photos à trier derrière pour choisir laquelle est la mieux. Deux, je sais ce que je veux. Donc, du coup, je vais amener la personne à me dire, en fait, à partir du moment où on l'a faite, c'est bon. En fait, je vais pas te la faire refaire. On va pas, on va dire, prendre le risque de. Tu peux te blesser. En fait, tu peux te blesser vraiment de manière très bête, en fait, tu vois. Je te donne un exemple. Il y a certaines photos où j'ai des potes qui font des frises sur un doigt. Mais du coup, comment arriver à ce moment-là, tu vois? Comment gérer ton corps pour qu'en fait, tu touches ce moment-là sans avoir tout ton poids de ton corps qui est posé sur ton doigt pour que tu puisses te le fouler. Donc, tu vois, c'est aussi cette réflexion-là. Donc, en fait, c'est aussi une logique de mettre dans leur corps, dans leur tête. Et c'est pour ça qu'il dit que je me mets dans leur tête. C'est pour me dire comment faciliter la chose pour qu'en fait, eux se disent, en fait, j'arrive à le faire, en fait. Tu vois, c'est faisable. Alors, tu évoquais tout à l'heure un peu l'importance du décor, de l'environnement dans lequel tu photographies tous ces artistes, danseurs, athlètes. Comment ça se passe du coup? Tu fais du repérage? Qu'est-ce que tu cherches comme type de décor? Est-ce que tout est très préparé ou on est freestyle Alors, sur ce sujet-là? ça peut arriver, c'est-à-dire que en fait, je voyage beaucoup dans le monde, donc en fait, certaines villes, en fait, tu as les points instagrammables, tu vois, on dit ça. Tu as les endroits où les gens font des photos de mariage, des photos où tu te dis, bon, tu as des décors très enfin, très minimalistes, avec beaucoup d'architecture. Donc en fait, c'est des points que tu peux rechercher et retrouver directement sur Google, sur Insta, sur TikTok. Tu peux faire des recherches et trouver des spots comme ça, mais s'il n'y a pas, ça m'arrive des fois d'avoir des endroits où en fait l'artiste se pose, enfin j'ai la possibilité de voir un artiste que à ce moment-là, à cet endroit-là, et pas, j'ai pas la possibilité de l'amener ailleurs. Ok, donc c'était un carrefour de chez Auchan, c'est là que ça se Carrefour de passe, chez quoi. Auchan, voilà. J'ai Carrefour Ok. de chez Auchan, bah écoute, j'arrive à un endroit. En fait, la première chose que je fais, je regarde partout et je vais voir en fait les endroits qui vont m'inspirer visuellement en fait. Mais du coup, ça se fait très vite parce que je vais tout de suite savoir et aussi c'est par mémoire. C'est-à-dire que je me dis, ah, en fait, une fois j'ai shooté un endroit où il y avait cette matière-là et avec un flash, je l'avais testé et la réflexion donnait ça. Donc j'aurais ce type de rendu. Et en fait, par mémoire, je me dis, en fait, voilà, cet endroit-là, il y a cette possibilité-là. Si on ferme toutes les lumières, enfin, tout, enfin, il y a des rideaux, je peux me mettre dans le noir. Si j'ai pas la possibilité, ben, en fait, comment je vais gérer la lumière pour avoir un rendu? Si j'ai pas besoin de lumière, s'il y a déjà une lumière qui pénètre et ça me crée, on va dire une démarcation grâce à un jeu d'ombre et lumière, tu vois. Voilà, il y a plein de possibilités qui font que voilà, tu repères très facilement. Et je pense que voilà, pour moi, un bon photographe, c'est quelqu'un de très bon sur cette vision-là, de savoir comment la photo va rendre en visualisant un lieu. C'est pour ça que les gens, des fois, disent, putain, en fait, je vois le lieu, tu me prends les photos ici, je me posais la question, et là, je vois le résultat, je suis époustouflé. Oui, parce que du coup, en fait, elle n'a pas la possibilité de débrayer visuellement ce que tu as dans un appareil photo. Moi, j'arrive à le faire dans la tête, tu vois. Mais parce que toi, tu as la notion des focales aussi, et ça compte beaucoup. C'est ça. C'est le truc en photo qui fait la différence par rapport à l'œil humain. C'est que toi, tu peux prévisualiser en fonction de ce que tu as dans le sac. Exact, tu vois. Par exemple, là, je te vois, je te regarde, derrière toi, il y a un tapis de plantes en plastique. Bah, tu vois, par exemple, là, je sais que si je suis avec une focale floue, je peux te rendre en fait, un fond avec une texture en fait, qui est intéressante. Tu vois. Dans ton travail, on remarque quand même souvent ce que tu aimes bien, c'est le contraste finalement. C'est-à-dire que tu prends des danseurs classiques, tu les mets sur les toits de Paris, c'est pas forcément leur terrain de jeu Ouais. le plus évident, le plus logique, ni même le plus ludique. Qu'est-ce que ça apporte du coup, ce genre de contraste-là? Bah, ça interpelle les gens et je pense que c'est ça qui a fait qu'au début sur les réseaux sociaux, j'ai un peu buzzé, tu vois. Sur Facebook à l'époque, ben, tu mets des danseurs, tu les mets dans la rue, ben, on a l'habitude de les voir sur scène. Bah, après, les breakers, on les voit dans la rue, bah, tu sais, ça vient de la rue. Mais tu les mets dans comment dire, des décors un peu, pas touristiques, mais avec un landmark, tu vois, vraiment un truc où tu dis, voilà, là, en fait, c'est identifié, c'est Paris.
Tu vois, j'ai aussi la chance d'habiter à Paris, donc tu vois, il y a un décor incroyable. C'est-à-dire que j'étais avec un terrain de jeu illimité. Tu vois, il y avait de tout. Et des ponts, de l'eau, tu vois, t'as des immeubles intéressants, t'as des structures modernes. Tu vois, quand la Philharmonie est arrivée, j'ai fait waouh, enfin, enfin, tu vois, on va dire la texture est incroyable. Enfin, tu vois, il y a plein de choses comme ça qui fait que, tu vois, ça interpelle. Et je pense que quand tu fais un mix entre quelque chose qui n'est pas attendu, bah, moi, ça va me faire kiffer parce que je me dis, ouais, je l'ai jamais fait. Je l'ai pas encore vu sur quoi que ce soit. Donc, viens, on teste, en fait. Donc, c'est comme ça qu'en fait, je crée. C'est de me dire, voilà, faire des choses que j'ai pas vues, tu vois, qui me paraît nouveau pour moi. Et c'est ça qui est intéressant. C'est comme, en fait, en vrai, je m'amuse, en fait. Tu vois, créer des images, pour moi, c'est juste m'amuser. C'est pour ça qu'aujourd'hui, d'avoir ce métier-là, je me dis, c'est un des plus beaux métiers du monde. T'es là à t'amuser et les gens, ils t'engagent pour t'amuser, en fait. Tu vois, c'est ça qui est dingue. Et tous les gens donc qu'on a interrogés ou avec qui on a parlé disent que tu travailles vite et bien, one shot Chao. Ça veut dire que tu es toujours prêt, tu as toujours de quoi faire dans ton sac. Est-ce que tu peux nous dire juste avec quoi tu bosses? Qu'est-ce que tu as dans ton sac photo en termes de boîtier, en termes d'optique? Alors, ce qui est marrant, c'est que je compose avec vraiment ce que j'ai sur moi. C'est-à-dire que j'ai, on va dire, des trucs, des optiques favorites. Bah, tu vois, on a évoqué tout à l'heure le plein A, le 135, j'adore. Le grand angle, et c'est vrai que dernièrement, je fais beaucoup moins de grand angle qu'avant. Parce que voilà, pareil, bah, en fait, j'ai lancé une trend où beaucoup de photographes maintenant dans la danse font du grand angle. Et du coup, je me dis, bon, en fait, les mecs, ils ont poncé un peu tu vois, ma vision, etc. Donc voilà, je vais aller à contre-pied, je vais shooter en longue focale, je vais changer. Là, par exemple, le 35, bah, je vais me balader qu'avec un 35 et ça va être mon challenge, me dire, en fait, je vais créer des visuels que avec du 35. Donc c'est un peu se créer des challenges, je me crée des challenges. Mes optiques favorites, on va dire, mon kit to go, on va dire, c'est le 24-70, le 35 mm, le 135. Tu vois, c'est un peu les optiques. Si tu me dis, prends 3 optiques, je vais prendre ces trois-là. Après, il y a le grand angle, forcément, le 14-24 de 8, que j'aime bien aussi. Après, le fisheye, à un moment, j'ai eu une période très, très fisheye. Donc, beaucoup de distorsion, ce côté un peu culture skate, tu vois, parce que je regardais énormément de vidéos de skate à l'époque sur MTV, tu vois. Voilà, donc en fait, voilà, on va dire que mon kit, ça va être ça. Ça va être le boîtier avec ces 3 optiques-là, 24-70 pour être très polyvalent, le 35 parce que j'adore cette valeur-là. Avant, c'était le 50, tu vois. Quand j'ai commencé la photo, je ne jurais que par le 50 mm. Et aujourd'hui, ben, 35, ça me permet d'avoir un peu plus de recul et de perspective. Et pour le 135 mm, sur ce côté un peu long focal. Et niveau lumière, du coup, Alors, en photo, ils sont connus pour faire du flash, quoi. Mais Ouais. bon, aujourd'hui, en 2024, on parle aussi de LED. Ouais, c'est ça. Bah, écoute, ouais, en fait, moi, j'ai commencé très tôt à faire on appelait ça le strobiste, Ah, tellement bon. à l'ancienne. Et du coup, bah, j'étais vraiment baigné là-dedans. Je faisais vraiment que ça, du flash, parce que je voulais que mes photos rendent tu vois, qu'il y ait un rendu qui change de ce que les gens voient, en fait. Mm. Tu vois, quand tu utilises le flash, tu mets une dimension différente que les gens, tu sais, ça les surprend tout de suite en disant mais en fait c'est pas du tout ce que je voyais, mais en fait c'est ta gestion de la lumière qui a créé, on va dire, un truc un peu inédit à ce moment-là, à cet endroit-là. Et du coup le flash, bah j'ai toujours travaillé avec beaucoup de choses portables, c'est-à-dire qu'en studio pour des gros shoots, bah je shoot vachement avec tu vois, toujours tu sais, les gros blocs avec Ouais, les les gênés, double là, tête, les machin, gênés, ou sinon il y a les D2 aujourd'hui qui sont très efficaces, etc. parce qu'ils montent très vite en vitesse et en puissance. Après, moi, j'ai été vraiment sur de l'extérieur. J'adorais en fait shooter. Donc, j'ai commencé avec le Profoto B2, donc tu vois, Mhm. une tête avec un gêné portable, mais c'était une galère pour voyager avec. Tu vois, c'était tellement lourd. Enfin, en fait, c'était léger pour l'époque, mais aujourd'hui, quand je compare avec ce qu'il y a aujourd'hui, je me dis, mais en fait, je réalise que je me baladais avec ce truc-là, quoi. Et du coup, aujourd'hui, dans mon sac à dos, bah, tu vois, j'ai des B10, j'ai des B10 Plus, je bosse avec aussi du A1, A10, Ouais. tu vois, toute la gamme pro photo portable, un peu. Voilà, et qui est très très bien, très, très ergonomique, très pratique. Et tu me mets dans un sac à dos, bah, tu vois, par exemple, je voyage à travers le monde et j'ai mon studio de flash avec moi, quoi, avec trois têtes, en fait. Alors, on peut voir les coulisses de certaines de tes photos dans le documentaire Danse à Paris,
qui est diffusé sur YouTube, sur la chaîne de Nikon France. Aurélie Gonin, qui est photographe et réalisatrice de ce projet, t'a suivi pendant la réalisation de ce film éponyme et elle a été marquée par l'énergie que tu déploies sur le terrain. Avec Chao, on se connaît depuis quelques années parce qu'on est tous les deux ambassadeurs Nikon et on s'était retrouvés à une soirée Nikon on Top où il m'avait raconté qu'il y avait quelqu'un qui l'avait filmé pendant le shooting des photos de son expo Danse à Paris. Et du coup, au fil de la discussion, je lui avais proposé de monter son film, ce qu'on a fait l'année suivante. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire, à montrer son approche avec les danseurs, comment il a tout anticipé, comment il connaît par cœur leurs mouvements, la composition qu'il va faire, etc. Ce qui lui permet d'être en plus super efficace, ce qu'ils ont l'air de tous beaucoup apprécier. Et puis dans ce film, j'ai essayé de mettre son énergie qu'on voit dans ses images et qu'on voit là aussi dans sa manière de travailler. Et puis voilà, c'est un film qui suit son chemin, qui est sur Amazon. C'est un film qui m'a beaucoup plu, que j'ai eu plaisir à faire et j'espère que vous aurez plaisir aussi à le regarder. Alors, en fait, le documentaire, j'ai Antoine Petit qui m'a suivi justement pendant, on va dire, 15 jours. Donc, c'était 15 jours vraiment intenses. Et en fait, c'est vrai qu'on l'a monté un peu en speed parce qu'en fait, pour l'expo de la photo, pour le vernissage, en fait, j'ai loué une salle de ciné. Et j'ai voulu, on va dire, diffuser le BTS pour que les gens aient un truc intéressant à voir le jour de l'expo. Et du coup, on a fait un mini documentaire d'1 heure et demie. Et c'est vrai que du coup, Aurélie l'avait vu. Et du coup, c'est vrai que, la personne qui m'avait monté la première version, la V1 pour l'expo, était déjà très bien parce qu'il y avait vraiment des scènes qu'on a diffusées de manière intéressante, etc. Mais Aurélie m'a dit, écoute, voilà, moi je pense que ton docu, j'aime bien, mais il a vocation à être partagé sur une plateforme comme c'est YouTube ou voire Amazon, parce qu'il est également sur Amazon Prime. Et, mais du coup, elle s'est proposé de remonter le docu. Donc elle a fait une version un peu plus courte, en 45 minutes. 45 minutes, Ouais, ouais. 45 On peut le minutes, un voir peu plus sur condensée. Donc voilà, je pense que, elle a réussi à faire un truc de dynamique, une approche un peu différente de ce que j'avais fait auparavant. Et voilà, en tout cas, j'en suis très satisfait parce que ça me fait un super souvenir au final. Donc c'est là où, comme vous disiez, on voit un peu les coulisses de mon shooting, de voir comment je travaille. Et je pense que c'était intéressant de faire partager ça parce qu'on voit souvent les images, mais on se rend pas compte réellement de comment ça se passe. Et ce projet, je crois, à l'origine, tu l'avais pensé en noir et blanc. Et tu as décidé au dernier moment de le basculer en couleur. Ouais. Avec le recul, est-ce que tu n'y reviendrais pas au noir et blanc? Tu parlais de Pardon tout à l'heure. Ouais. Et tu parlais aussi de gens qui commencent à suivre un peu ton boulot, grand Ouais. angle, machin, ça pourrait être un contre-pied. En fait, ça aurait été un contre-pied. En fait, tu sais, en fait, mon orientation à la base, c'était le noir et blanc parce que je trouvais que c'était en fait j'allais shooter pendant 15 jours et d'avoir une ligne un peu homogène. Je me suis dit, bon, tu vois, le noir et blanc, ça permet d'avoir tout au même niveau, que ça soit ensoleillé, gris, mais en fait, dans la tonalité, dans le rendu, j'aurais un truc une série qui soit, on va dire, un peu très homogène, tu vois, qui ait du sens. Parce que pour moi, je raisonnais en termes de série. Et c'est vrai que cette période-là, il y avait plein de choses qui rentrent en compte. En fait, on sortait de Covid. Du coup, on allait, les beaux jours commençaient à arriver. Je me suis dit, est-ce que j'ai envie de faire partager en fait du noir et blanc? Parce que le noir et blanc, en fait, il y a un côté très sombre également, tu vois, dans l'approche. Tu vois, et je me suis dit, les couleurs, c'est la vie. Tu vois, il y a du soleil, mon style à la base c'est très coloré. Est-ce que tu vois, par exemple, sur une façade entière avec plein de couleurs, tu vois, ça va être très péchu. Donc c'est vrai que la veille, c'est-à-dire que j'ai envoyé toute ma série à l'impression en noir et blanc, et là, dans la nuit, je me dis non, en fait, tu sais quoi, je vais faire de la couleur. Je fais un test, je fais 2 photos, j'envoie à 2 personnes random que je vois connectées sur Insta. Il est 2 heures du mat. Et je leur dis noir et blanc ou couleur. J'entends couleur. Je me dis, c'est bon. Donc je passe toute la nuit. Combien d'images à traiter? J'ai une 30aine d'images à traiter. Bon. Et en plus, le truc, c'est que quand je les avais traitées, j'étais tout basculé en noir et blanc. Et tu vois, j'ai un peu édité les photos. Et du coup, j'ai dû tout refaire. Donc j'ai dû tout réétalonner et rééditer certaines des photos, tu vois. Juste sur la correction des perspectives, ou tu vois, il y avait un truc qui me gênait, tu vois. Donc du coup, j'ai fini à 6 heures du mat. Et je rebalance ça et je dis, j'espère que c'est pas trop tard, je te rebalance tout en couleur. Voilà. Bon.
Écoute, la transition est toute trouvée. On va parler un peu de retouches et Ouais. d'IA. Tu es très proche d'Adobe. Tu as suivi la conférence Adobe Max, Ouais. si j'ai bien compris, à Miami, Ouais. il y a quelques jours, quelques semaines. Sous le signe de l'IA, comment tu vois ça, toi, l'IA, dans toute cette histoire et dans ton histoire, peut-être? Bah écoute, moi, l'IA, c'est cool parce que ça te permet d'avoir une assistance très rapide pour retoucher rapidement certains éléments. Mais c'est impossible de... Enfin, pour moi, par exemple, la photo qui va me parler et qui va me toucher, pourquoi ça me touche? C'est parce que j'ai vécu ce moment-là, en fait. C'est-à-dire qu'en tant que photographe, si j'ai pas eu ce vécu-là, en fait, bah, la photo, ça reste une création. Euh, on va dire une composition, on va dire que tu as fait comme un créa va faire, on va dire, une affiche. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu peux te rapprocher d'une perfection, tu vois. Et encore, c'est vrai qu'aujourd'hui, même au niveau des droits, tu vois, Adobe, en fait, le Creo est fort. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont créé une plateforme où, en fait, tous les choses qui sont générées par IA ou quoi que ce soit, bah, en fait, les crédits sont reversés aux photographes et également, bah, si commercialement, enfin, tu vois, il y a une sorte de législation qui fait que tu as une banque d'images et quand ça va piocher dans cette banque d'images, ils sont en soi rémunérés, en fait. Tu vois, donc ça, je trouve ça intéressant parce qu'en fait, il y a une transparence à ce que tu crées grâce à l'IA, mais il y a également, on va dire, quelque chose de légal. Par la suite, la retouche IA, c'est, on va dire, des calculs, on va dire, algorithmiques sur, on va dire, un rendu global de ta photo, mais en aucun cas, ça va te permettre tu vois, de voir ce qui se passe. Et je pense que quand c'est authentique, bizarrement, je pense que les gens arrivent tu vois, tu ressens l'authenticité, le réalisme d'une photo et ça va plus te parler. Enfin, en tout cas, pour moi, toutes les photos pour l'instant j'ai eues créées par IA en intégralité, il n'y en a aucune qui m'a parlé en fait. Tu vois, il y a une ou deux photos où je me suis dit ouais intéressant, mais tu vois que ça a été fait par IA, tu vois. Mais Alors ça, c'est l'IA générative, mais tu as l'IA qui, toi, en tant que photographe, peut t'aider aussi, qui, je sais pas, moi, tu vois une image sympa où tu as un élément de décor qui te gêne et tu dis, mince, et là, aujourd'hui, avec l'IA, tu peux ah ouais non ça c'est substituer des choses. Ça me fait gagner un temps immense. C'est-à-dire que là, il y a une des photos que j'ai faites avec Mathias Dandois lors de l'expo, justement, où il est en face de la pyramide du Louvre. En fait, on a attendu 20 ans en fait, pour qu'il n'y ait personne, parce qu'on était à 11 heures. Ah, avec son BMX. Avec son BMX, impossible à avoir 100 personnes. Et à un moment, il y a une personne qui passe, deux personnes. Je me dis, tu sais quoi, là, cette photo, je vais retoucher ces deux personnes, tu vois. Et au final, j'ai mis peut-être, je sais pas, 1 heure, 45 minutes à effacer vraiment le truc pour que ça soit parfait, en fait. Mais du coup, en IA, bah, en fait, je crois en 2 secondes, quoi. Du coup, tu vois, je me dis, j'aurais gagné 1 heure. Et c'est ça, je trouve ça incroyable, vraiment. Je suis vraiment bluffé. En tout cas, à chaque fois que je suis sur les keynotes d'Adobe Max, je suis bluffé sur l'évolution technologique que ça prend, en fait. Même ne serait-ce qu'en vidéo. Tu vois, la génération, en fait, de séquences qui te manquent, où ça te recrée un personnage qui marche et qui va traverser un endroit. Enfin, du coup, c'est incroyable de dire qu'en fait, c'est très réaliste, en fait. Alors, pour finir notre discussion, on va évoquer les différents types de projets que tu réalises. Malgré tes milliers de followers sur Instagram, tu es capable de dire oui à des sollicitations un petit peu moins clinquantes que de suivre le PSG à Los Angeles. C'est en tout cas le sens du témoignage d'Emmanuel Mendes qui a hésité avant de faire appel à tes services lors du lancement de sa boîte Bobo Chic. Petite appréhension, même grosse appréhension. Est-ce que moi, du haut de ma petite société qui vient d'être créée avec mon associé, appelé Little Chao avec des centaines de milliers d'abonnés sur Insta, qui côtoie les plus grandes stars que je n'ai pas vues depuis 10 ans. Est-ce qu'il va me répondre? Premier point. Est-ce qu'il va être dans nos tarifs? Deuxième point. Troisième point, on n'avait même pas d'approche artistique. On démarrait, on part du néant et on contacte tout de suite la crème de la crème. Donc je me suis un peu monté la tête tout seul dans mon coin, mais bon, j'ai décidé de le contacter. Donc sur Insta, de mémoire. Voilà, bouteille à la mer, lancé comme ça. Et bah figurez-vous que c'est là où ça fait plaisir de côtoyer ce genre de professionnels, d'une simplicité et d'une rapidité efficace. Le gars, il me répond, je crois, dans la foulée. Personnalité et professionnellement très attachant et très proche, en fait, très direct. Pas de chichi, donc on se rencontre. Donc c'était comme si on s'était pas finalement quitté. Ce que j'adore chez ce garçon, c'est cette simplicité. On parle avec quelqu'un qui est hyper fort professionnellement,
mais qui rassure, en fait, qui est très proche des gens. Donc, en fait, il t'intègre dans son univers, dans sa façon de travailler, de manière simple, mais derrière, c'est hyper complexe, en fait. C'est hyper pointu, c'est fort. Enfin, le résultat, il est au top. Il apprécie les projets, il choisit les projets qu'il aime faire aussi. Donc, je lui dis, écoute, moi, je suis une petite boîte, vas-y, carte blanche, on y va, machin. Donc, je lui ai fait une totale confiance et, in fine, on va dire qu'il a insufflé quelque chose dans la marque dans la marque de mon entreprise par son approche artistique, parce qu'il a un background super fort, parce qu'il est efficace, parce que quand il fait un projet, il le fait de A à Z, il laisse rien au hasard. Nous, on voit pas ça quand on démarre avec lui. On voit pas, on voit que le résultat qui est souvent et globalement toujours bon, mais il y a quand même tout un préparatif, une réflexion, etc. Il a trouvé 4 danseuses en 3 minutes, il les a briefées, il a fait 2 chorés avec elles, on a dansé dans plein Paris avec un canapé qu'on a trimballé, c'était super quoi, c'était une très belle expérience. Elle a su garder cette simplicité de l'école de commerce finalement, tout en apportant et en gardant toute cette expérience qu'il a acquise. C'est ça que j'aime beaucoup, c'est cette proximité qu'il a avec ses clients. Vous pouvez clairement lui donner les clés. In fine, il va le faire avec le cœur. S'il a choisi le projet, c'est qu'il aime. Et s'il aime, il va y aller vraiment comme si c'était le dernier de ses projets. C'est ça que j'ai ressenti. J'en ai fait plusieurs avec lui. Ça a été toujours la même chose, l'implication, mais dans la joie et la bonne humeur. Comment tu choisis du coup tes projets? Est-ce que c'est l'envergure, la DA, la gloire, la fame, la thune? Qu'est-ce qui fait que tu choisis un projet plutôt qu'un autre? Je vais me mentir si je dis qu'il n'y a pas financièrement quelque chose, tu vois, on va dire d'intéressant en soi. Mais en fait, pour moi, il y a pas, c'est pas le principal. C'est, on va dire, l'équilibre entre ce qui t'apporte en fait en tant que, on va dire, achèvement technique, artistique. Voilà. Donc en fait, pour moi, c'est un moyen entre les deux. C'est-à-dire que tu peux me proposer un truc incroyable et je vais dire, waouh, et du coup, tu vas me dire que j'ai zéro, je fais, c'est pas grave, je le fais. Du coup, tu vois, parce que du coup, cette balance est, comment dire, à matcher, on va dire, mon exigence, en fait. Si, par exemple, tu me proposes un truc vraiment naze et je me dis, oh, c'est chiant, je vais me faire chier, mais que tu me dises, bah, financièrement, c'est ça, je me dis, bah, tu sais quoi, je vais le faire, parce que financièrement, en fait, ça match, tu vois. Mais du coup, je vais me challenger en me disant, bah, tu sais, si c'est quelque chose qui m'intéresse pas, je me challengeais en me disant qu'est-ce qui, qu'est-ce que je vais apprendre en fait techniquement ou en mode qu'est-ce que artistiquement ou techniquement je vais en sortir de ce projet-là en fait. Tu vois, donc j'ai quand même, même si j'ai zéro au début envie de le faire, je vais quand même me challenger parce que je me dis, bon, au final, bah, tu vois, faut vivre, tu vois, faut aussi te sécuriser quelque part. Donc, je vais pas être bête en disant, tu sais quoi, tu me proposes 100 000 euros sur un projet, je vais te dire, bah, tu sais quoi, non, j'aime pas du tout. Bah, tu vois, qui va dire non, tu vois. Ça Donc, existe encore des projets à 100 000 euros? non, ça fait longtemps, ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Mais voilà, en tout cas, au niveau de l'exemple, tu vois, je t'extrapole les trucs pour dire, tu es obligé d'accepter, tu vois. Si tu n'en as plus de ce projet à ce prix-là, c'est qu'on te donne 100 000 euros dans ta poche, tu vas dire, bon, ouais, je vais y aller. Mais au final, comment tu vas te challenger et trouver, on va dire, un intérêt artistique. Donc, en fait, je me monte, en fait, cette envie et cet engouement artistique quand j'en ai pas. Et inversement, tu vois, par exemple, quand c'est totalement artistique, je me dis, bah, en fait, est-ce que j'ai le temps de me le caler entre des projets où, par exemple, bah, j'ai cette moyenne qui est plus importante, en fait. Tu vois. Donc, je te donne un exemple. Quel exemple j'aurais? Imaginons, aujourd'hui, on me dit, tu sais quoi, on te file, par exemple, un endroit dans Paris. Je te donne un exemple, la bibliothèque Richelieu, la BNF. Mhm. C'est un endroit que j'adore. Elle me dit, tu sais quoi, on te le file une semaine, fais ce que tu veux avec. Mais du coup, tu nous ponds un projet, mais du coup, t'es pas payé, tu vois. Mais du coup, tu dois nous pondre un truc à nous, pour nous, tu vois, avec ces 2-3 guidelines, mais le reste est artistiquement théo. Donc, je vais créer quelque chose d'artistiquement qui va me correspondre en matchant leurs guidelines. Si je ne trouve pas, je le fais pas. Mais si je le trouve, bah, je me dis, bon, bah voilà, j'ai la possibilité de faire ce truc dans cet endroit-là que j'ai toujours voulu shooter là-bas. Et voilà. C'est pas la bibliothèque dans laquelle tu as shooté déjà, où on voit de l'exposition multiple, ou c'est une autre bibliothèque peut-être? Non, c'est une autre bibliothèque, je Ah, pense. ok. Ouais. Là, c'était une bibliothèque où d'ailleurs j'étais sur ce projet-là à la base, mais je l'ai regretté. C'est-à-dire que j'étais censé faire les photos d'un projet là-bas,
Mais j'ai eu une autre offre, justement, qui était en termes de balance, finance, intérêt, Raison, plus intéressante. Et Raison. alors, Je suis allé là-bas, tu et vois. du coup, quand on photographie des footballeurs, on est dans quelle catégorie de projet? Bah écoute, c'est sympa, mais bon, tu vois, par exemple, on me dit, vas-y, tu vas shooter Messi, c'est gratos. Je me dis, bah non, tu vois, enfin, je veux dire, mais ça peut être Messi, ça peut être n'importe quoi, mais en fait, c'est aussi de me dire qui y a derrière, en fait. Si c'est pour un projet caritatif ou je sais pas quoi, ouais, pourquoi pas? Je le fais, en fait, parce que du coup, je sais qu'il y aura un truc bénéfique pour des gens, en fait. Pas forcément pour moi, mais pour des gens. Mais par exemple, si, tu vois, c'est une marque derrière, et je sais que, par exemple, en fait, j'ai une analyse très rapide de qui est quoi, quelle est la demande et quelle est l'envergure financière derrière, en fait. Tu vois, parce que je pense que ça, c'est aussi le fait d'avoir travaillé en finance, en école de commerce. Je vais t'analyser direct, tu vois. Rien ne m'empêche d'aller sur société.com, Tu fais regarder. les ROI et les KPI très rapidement. Exactement, tu vois, je vois très rapidement. Je me dis, attends, les mecs, ils ont fait ça, le gars, il va le payer ça. Attends, et moi, rien. Bah non, en fait, on respecte pas mon travail. Donc, en fait, quand je sens que quelque chose n'est pas respecté dans une justesse, j'irai pas. Mais tu vois, quand je sens qu'il y a une justesse et que je me sens qu'il y a un truc sincère derrière, etc. Et franchement, je fais vachement confiance à mon intuition. Et je pense que jusqu'à aujourd'hui, j'ai la chance de jamais m'être trompé ou de regretter un truc. Parce que de toute façon, quand j'accepte quelque chose, comme le dit Manu, je lui dis, écoute, j'accepte, j'y vais à 100% en fait. Mais il avait l'air surpris. Hein. Il y allait vraiment à petits pas. Tu vois, Ouais, après, bon, c'est un menteur. Il dit. C'est un ancien compère à toi hein, de l'école de commerce. Il était en école de commerce avec moi. Et en fait, j'adorais. En fait, en école de commerce, tu vois, il y avait des profils où je me dis. Intérieurement, je sais que ces personnes sont vraiment des bonnes personnes et je me suis bien entendu avec eux. J'ai tapé 2-3 soirées où on s'est bien marré, etc. C'était un bon soldat. Donc du coup, je me suis dit, en fait, c'est impossible pour moi d'ignorer une question comme ça. Tu vois, c'est-à-dire que peu importe, je crois que tous les messages que les gens m'ont envoyés sur Instagram, je crois que je les ai tous vus. Tu vois, j'ai reçu plein de messages tu vois, des gens de partout dans le monde sur des trucs, des demandes farfelues. Tu vois, plein de trucs différents. Tu vois, surtout quand j'étais proche, on va dire, des célébrités, j'avais tous leurs fans qui m'envoyaient 1 milliard de messages. Mais du coup, je lis tout parce que du coup, je trouve, ça me permet d'analyser, on va dire aussi, tu vois, d'une manière, une approche un peu sociale, tu vois, psychologique des gens. Enfin, tu vois, j'adore comprendre en fait comment le monde fonctionne un peu. Et du coup, je regarde tout. Je réponds pas forcément à tout, mais du coup, quand il y a des trucs où j'ai des offres, on va dire, intéressantes de création, etc., j'analyse, tu vois, je réfléchis quand même en me disant est-ce que je vais pas le regretter, tu vois. Ah, t'es pas blasé en tout cas. Ouais, non, ça va. Je trouve, je suis bien. Tu es toujours très proche de ta famille, de tes amis? Ou là, tu es dans une Alors, sphère je suis très proche. hype et de fame? Non, je suis très proche, je suis très, on va dire, comment dire, tu m'écris, je vais te répondre direct. Enfin, pour moi, je laisse. Moi, je suis pas ta famille. Ouais, je laisse pas trop attendre, on va dire, mes proches. Tu vois, dès que je vois un message d'un proche, je vais répondre dans l'instantané. Jamais je repousse en disant, vas-y, je réponds demain ou après-demain. Non, je réponds direct. Tu vois, ça me coûte rien. J'adore, tu vois, avoir cette disponibilité-là, en tout cas. Pourtant, on a l'impression que tu es un peu partout tout le temps. Enfin, tu voyages beaucoup, tu as l'air d'avoir 10 000 projets. Enfin, quand on entend les gens, tu as l'impression que dans ta tête, c'est une marmite continue. Mais je ne dors pas. C'est ça l'avantage, c'est que je suis très disponible H24. C'est-à-dire que tu peux être à l'autre bout du monde, tu vas m'envoyer un message à 3h du matin, à 10h du matin, je vais te répondre. En fait, tu vas pas attendre très longtemps. Le truc, c'est que par rapport à ma famille, c'est vrai que il y a eu une période où je les voyais moins, mais en fait, quand j'ai quitté la maison, tu vois, ça n'a pas été. Enfin, je les voyais toutes les 2 semaines. Tu vois, ça peut arriver des mois où je les vois pas parce que je suis en vadrouille, mais je suis disponible. Je suis vraiment disponible pour eux. Après, voilà, sens des priorités. Si par exemple, je peux avoir un job de malade et que j'ai je sais pas, le mariage tu vois, de mon frère direct, jamais je vais esquiver en fait. Tu vois. Ça peut être n'importe quel job. Tu vois, je vais forcément être là pour ma famille en fait. Et pareil pour mes potes, c'est-à-dire que quand il y avait vraiment des trucs très importants, tu vois, après des anniversaires, on en a 20 000, donc il y a plein d'anniversaires que j'ai ratés, mais si c'est un pote proche et qui se marie, c'est une fois dans sa life, je vais être là en fait. Merci Little Chao. Merci à vous.